La lumière est quasi crépusculaire, et pourtant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les halles. L'ex-fleuron industriel, déjà vidé de ses machines, s'ouvre à présent. Les façades ont été cassées, la lumière traverse désormais l'ancienne fonderie et flatte ses lignes d'acier. Ce qui est amusant avec ce lieu, c'est qu'en fait, personne ne pouvait vraiment le voir de l'extérieur, alors qu'il s'agit d'une cathédrale métallique gigantesque. Donc c'est un bâtiment qui est très symbolique, je crois, aussi pour les Nantais. Et la décision qu'on a eue d'un point de vue architectural et patrimonial, c'était de les conserver, parce que je pense qu'il y a beaucoup de générations de Nantais qui sont passées par là et qui ont travaillé dur à la tâche. Et ils sont nombreux à s'être relayés sous les nefs. À la fonderie Vorus, construite en 1854, se substituent au début du XXe siècle les ateliers et chantiers de Bretagne. Ils seront rachetés quelques années plus tard par Alstom. 1,5 hectare de locaux, une forteresse dans la cité qu'il fallait jusqu'ici contourner. L'architecte a donc eu l'idée de sacrifier 2 halles pour créer à leur place 2 nouvelles rues. On voit encore finalement les spectres sur les côtés des toitures qui étaient accolées sur les 2 façades. Et ça va créer vraiment un axe est-ouest. Et à cet endroit-là, on est venu créer un axe nord-sud qui va permettre finalement de reconnecter le cœur de l'île de Nantes vers le fleuve qui se trouve le plus loin. L'ancien mastodonte laisse place à 3 bâtiments distincts. Une future école des beaux-arts, un pôle universitaire, mais aussi un grand bar de 300 mètres carrés et des restaurants. Une véritable cathédrale d'acier et de verre, pour le fer de lance du quartier de la création. Nantes a, on peut dire, une longueur d'avance, puisque sur 15 hectares, on va accueillir ici plus de 4000 étudiants, dont 1000 étudiants en master, une centaine de chercheurs, et à terme, c'est-à-dire en 2020, plus d'1 millier d'emplois. Ici même, où furent conçues les premières turbines à gaz des navires français, se construit une nouvelle économie culturelle et numérique, celle-là. Fin des travaux prévus en 2017 pour un budget de 50 millions d'euros. Les paquebots, nouvelle locomotive du tourisme. Voici le Costa Diadema inauguré vendredi dernier, le plus gros navire de Méditerranée. Quelques mois seulement auront suffi au secteur pour se remettre du naufrage du Concordia. Les dorures, les animations, les codes et le cérémonial de la croisière font toujours leur petit effet. Quand on monte sur un bateau, déjà vous arrivez, c'est l'ambiance, la joie, comment les gens sont heureux. Voilà. Et tout de suite, on vous accompagne dans votre cabine. Vous êtes un personnage, on vous chouchoute. Un truc en plus qui permet au secteur d'afficher une santé insolente. Plus 8% en 2013, 10% espéré cette année. La crise glisse sur la coque des paquebots de croisière. Mieux, elle endope les ventes. Le prix par personne revient moins cher souvent qu'une semaine en village vacances. Donc avec les nouveaux paquebots qui ressemblent plus à des parcs de loisirs qu'à des bateaux traditionnels, les gens se projettent très bien en vacances sur ce type de bateau. Mais avant d'aller loin, la proximité fait recette. Les paquebots de cette compagnie construits sur les chantiers nazériens fascinent la clientèle ligérienne. Quant à ce tour opérateur régional, il a lui aussi tout misé sur la proximité, avec des départs depuis Nantes et Saint-Nazaire. Ils sont dans l'idée cocooning, on est là pour être avec eux et de ne pas se tracasser du squelette d'un voyage, de tout ce qui est transport, infrastructure. Famille, couple et même célibataire. Avec ses solides arguments, le Club Med 2 a su séduire une nouvelle clientèle. Le voilier est même devenu la figure de proue du groupe, car la croisière promet plus qu'un voyage, une expérience. Plonger et se retrouver nez à nez avec 1, 2 ou 3 requins. Le début d'un bon film ou d'un gros cauchemar, c'est selon. Avec son sourire très acéré et son allure reconnaissable entre mille, le requin, c'est sûr, force le respect. Et pourtant, ici, chaque mois, 2 plongeurs bravent le monstre des mers. Qu'est-ce que tu en penses des plongeurs là, qui plongent au milieu de requins? J'ai peur pour eux. Pourquoi? J'ai peur qu'un requin il les croque. Et toi, tu le ferais? Non. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'ils ont des dents pointues, qui sont dangereux. Malgré le danger, malgré le carnage qui s'annonce peut-être, les plongeurs, eux, font bonne figure. Zen, absolument zen, il n'y a pas de problème. On a, c'est vrai, en tête certaines images de certains films, pour ne pas les nommer, mais enfin bon, ils ne prêtent plus du tout attention à nous. Des plongeurs placides pour des animaux qui le sont tout autant. À l'heure du nourrissage, le requin serait plutôt du genre à sauter un repas. Se jeter sur la nourriture, très peu pour lui, il préfère laisser ça
à la tortue. La tortue passe ses journées à chercher à manger, ce qui n'est pas le cas du requin. Un requin, en fonction de la proie qu'il va chasser, il va être capable de rester plusieurs journées, plusieurs semaines, sans en chercher d'autres par la suite. Le temps qu'il digère la proie qu'il a ingérée, et ça peut prendre, je vous dis, plusieurs semaines. Ici en aquarium, un requin ne mange que 2 fois par semaine. 1 ou 2 kilos de poisson seulement à chaque fois. Alors avaler un homme de 80 kilos, le squale n'y pense même pas. Ce serait l'indigestion assurée. Il les goûte juste, les hommes, et en fait en général ils les recrachent. Ce sont des mangeurs de poissons. Vous avez quelques espèces qui vont manger des mammifères comme les phoques, les otaries, d'autres qui vont s'attaquer à des tortues, mais ça reste très marginal. Vous avez 3-4 espèces qui peuvent s'attaquer à ce type de proie sur les 500 environ qu'on connaît. D'autant qu'aujourd'hui les requins ont une autre bonne raison de ne pas manger. Nous sommes en période de fécondation et mâles comme femelles, tous ne pensent qu'à une chose, l'accouplement. C'est là où il y a des bébés dedans. C'est l'œuf. C'est un œuf de roussette. La roussette, c'est elle, ici âgée de quelques mois seulement. Ce mini-requin a grandi dans ces drôles d'œufs d'une dizaine de centimètres. De quoi rappeler à son grand frère le requin blanc d'où il vient et relativiser face aux géants des mers. Au début du XXe siècle, c'est l'attraction numéro 1. L'assurance de faire venir une foule de curieux. De Chicago à Saint-Pétersbourg, l'Occident se passionne pour l'autre, l'étranger, celui que l'on nomme le sauvage, de la pire manière qui soit. C'est des gens qu'on va voir dans des villages reconstitués, dans des théâtres, dans des spectacles, dans des mises en scène, et qu'on va toujours présenter donc en situation d'infériorité. Ils sont toujours montrés dans leurs aspects justement les plus sauvages. Si on peut faire venir des cannibales, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que là on est dans le conte de la sauvagerie, et donc c'est ça qui marchait le mieux et qui faisait venir le plus de gens. Animalité, nudité, sexualité, les impresarios se lancent dans une course au sensationnalisme. Pour nourrir la machine à fantasmes, 30 000 indigènes seront ainsi exhibés. Parmi eux, ce pygmée, exposé dans une cage aux côtés d'un singe, il finira par se suicider. Ou encore la Vénus hottentote, des formes hors du commun et un destin misérable, exposé sans pudeur puis disséqué à sa mort. L'industrie de l'exhibition fascinera plus d'1 milliard de visiteurs à travers l'Occident. À Angers, Nantes et Le Mans, toute une génération découvre l'autre à travers des barreaux. De quoi poser les jalons du racisme ordinaire. Qu'est-ce qui vous interpelle en fait? La séparation entre ceux qui regardent et ceux qui sont vus. Tous les blancs qui regardent, tous les noirs qui sont regardés. Et ça c'est choquant. D'autant plus que cette hiérarchisation est légitimée par une science au service de la colonisation. C'est certain que les idées et les concepts ont été transmis de génération en génération, je dirais. Et donc aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnes qui peuvent penser que des races sont supérieures aux autres. Les premiers flux migratoires, conjugués à l'avènement du cinéma, porteurs d'un autre imaginaire, ringardisent les os humains dans les années 30. La foule se lasse enfin de ces mises en scène. Mais qu'importe le mal est fait, le racisme a durablement imprégné l'Occident. La grenade lacrymogène instantanée serait-elle mortelle? Il y a 2 ans, en tout cas, cette médecin nantaise avait pu constater ces dégâts. Le 25 novembre 2012, elle soigne une quarantaine de manifestants anti-aéroport. Certains présentent jusqu'à 15 blessures sur le corps. C'est leur aspect très particulier qui l'interpelle. À l'intérieur de ces blessures, il y avait plus ou moins profondément fichés des corps étrangers qui étaient des corps métalliques ou du plastique très très dur. C'était des débris en fait et qui avaient été visiblement projetés par une explosion. Elle décide alors d'alerter sur la dangerosité de la grenade via une lettre adressée au préfet de l'époque. Il y a 2 personnes qu'on a fait hospitaliser parce qu'il y avait des blessures qui étaient entre autres près d'artères fémorales. Et c'est l'importance des blessures qui m'a fait signaler ça et le risque vital pour ces personnes-là. 2 ans après, la grenade revient au cœur de l'actualité. 48 heures après la mort de Rémi Fraisse dans le Tarn, le ministre de l'Intérieur choisit de suspendre son usage sine die. La suspendre, c'est quelque part fragiliser les forces de sécurité. Les manifestants que vous avez en face de vous, si la majorité sont peut-être dans une revendication globale, vous avez une partie et qui ne cesse d'être croissante ces derniers temps, qui ne sont plus des manifestants, ils n'ont de manifestants que le nom, ce sont des voyous qui sont là pour casser du flic
ni plus ni moins. La grenade lacrymogène instantanée, la voici. Rouge comme lacrymogène, jaune comme explosive. Une arme de première catégorie classée plus dangereuse encore que le taser ou le flashball, dernier recours avant l'utilisation d'une arme à feu. Il est dans les moyens de défense qu'on va utiliser lorsque les fonctionnaires de police sont en danger. Il y a danger pour leur vie, pour leur intégrité physique. Indispensable pour certains, dangereuse pour d'autres, la grenade lacrymogène instantanée est pour l'heure hors jeu, jusqu'à nouvel ordre.